Audreco Conception vous présente la dernière partie de ce cours sur le fait que si les animaux sont des personnes, quel comportement en avoir, et donc précisément, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, que faire. Vous connaissez sans doute cette magnifique histoire du passereau africain. Le feu a pris à la savane et tous les animaux s'enfuient, herbivores, prédateurs, dans un même affolement. Seul un petit passereau remonte la foule des fuyards. « Où vas-tu » demande-t-on au passereau. « J'ai une goutte d'eau dans le bec et je vais la jeter sur l'incendie » répond le passereau. Une goutte d'eau pour éteindre un incendie, cela n'a aucun sens. Moi, dit le passereau, je fais ma part. Un point c'est tout. Ce que nous, les amis des animaux, pouvons faire pour améliorer la manière dont ces derniers sont traités par notre espèce, c'est encore moins, peut-être, que la goutte d'eau de notre passereau pour éteindre son incendie. Mais peu importe, c'est notre part. Les orques dans les parcs aquatiques, les éléphants dans les réserves, voilà des sujets bien compliqués et lointains. Mais mon chien et mon chat sont beaucoup plus à ma portée. Qu'ils soient respectés comme des personnes ne dépend en fait que de moi. L'animal personne ne saurait être castré, en dehors d'une nécessité médicale démontrée, au demeurant fort rare, et en tout cas jamais pour répondre à une recherche de facilité ou de confort pour nous. Il est en effet profondément faux de prétendre, comme le font certains vétérinaires ou certains éleveurs, que la castration soit sans effet. C'est exactement le contraire. Je ne comprends pas comment les vétérinaires peuvent dire cela. La disparition des phénomènes et des processus hormonaux impacte de manière très négative tant le physique que le psychisme des sujets sur lesquels elle est pratiquée, et cela est vrai pour tous les animaux de toutes les espèces. Ce n'est pas la castration en soi qui est grave, c'est que la castration supprime les phénomènes hormonaux liés à la vie sexuelle, et ces phénomènes hormonaux sont absents, et bien impactent de manière très négative et le psychisme et le physique des individus. J'ai passé de très nombreuses heures avec des chevaux, et je puis personnellement témoigner des terribles effets sur le comportement de ces pauvres animaux mutilés. Le hongre, c'est-à-dire le cheval castré, est tellement différent de l'étalon que l'on pourrait aussi bien dire que ces deux animaux n'appartiennent pas à la même espèce. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai commencé lorsque j'ai débuté par monter des chevaux hongres. Tout le monde nous disait tellement que les étalons c'était si dangereux, c'était si effrayant. Et puis ma première rencontre avec un cheval dit entier m'a définitivement convaincu de l'aberration de cette pratique de la castration. Certes, on peut la comprendre, du tout sinon la justifier quand les animaux étaient utilisés, c'est-à-dire qu'ils étaient des instruments. Il est évident que lorsqu'on utilisait des chevaux pour tirer des charrettes ou pour promener des enfants, on peut penser qu'un étalon représentait une certaine forme de danger. Mais aujourd'hui, l'équitation est un loisir, et les personnes qui pratiquent l'équitation le font pour leur strict plaisir et non pour aucune nécessité. Si donc elles craignent la vivacité normale et naturelle de l'étalon, eh bien qu'on leur donne des objets en peluche ou des juments, ou encore mieux des ânes. La question de savoir si les chevaux apprécient tant que cela d'avoir à nous supporter sur leur dos n'est pas tranchée, rien ne prouve que ça leur plaise. N'ajoutons pas à cet éventuel préjudice celui qui lui est absolument certain d'une mutilation. Le chien comme la chienne ne devrait pas être castré. Et je vous garantis qu'un chien castré ou une chienne castrée, ça n'a plus rien à voir avec un chien normal. Il ne devrait pas être castré, mais alors, comment faut-il leur aménager une vie sexuelle? C'est une question qui mérite qu'on en débatte quelques instants, car elle est le sujet de bien des malentendus. Tous les professionnels, toiletteurs, éducateurs et dresseurs, vétérinaires, ont eu à répondre à des inquiétudes de propriétaires qui, lorsque l'animal était devenu adulte, se demandait s'il n'aurait pas été nécessaire et souhaitable que cet animal ait effectivement droit à une sorte de vie sexuelle. Mais que cherchent en réalité ces personnes? Il faut dire les choses comme elles sont. Elles veulent pour leur animal une rencontre rapide qui s'apparente à ce que l'on s'imaginait autrefois
le plaisir des conscrits, ou ce que l'on sait être la manière de certaines célébrités, c'est-à-dire quelque chose de bref, d'instantané. En ce qui me concerne, j'ai toujours déconcerté les gens qui m'interrogeaient sur ce sujet, parce que je commençais par leur dire que je pense qu'en effet, la chose, comme on dit, est à prendre très au sérieux. Mais j'enchaînais par le conseil qu'il fallait marier l'animal solitaire, mais de manière sérieuse et donc durable, en prenant chez eux tout simplement un second chien, de préférence de l'autre sexe. Car si je pense qu'une rencontre fortuite produit à peu près les mêmes effets chez les chiens et les conscrits, c'est-à-dire des effets à peu près nuls, je suis sûr au contraire, et je l'ai toujours observé, que les couples de chiens font le bonheur non seulement de ces couples, mais aussi des propriétaires, tant les animaux accouplés font preuve d'équilibre et sont d'un commerce agréable. Alors, mais jusqu'où peut aller cette vie sexuelle? Naturellement, je m'entends. Pour moi, il suffit que les chiens soient ensemble, qu'il n'y ait pas de relation sexuelle n'a évidemment aucune importance. L'important, c'est qu'ils aient une vie ensemble, une vie commune ensemble, et qu'ils ne soient pas seuls, seuls chiens dans une communauté humaine. D'ailleurs, même si les chiens étaient du même sexe, ça n'aurait aucune importance. Ils seraient de toute façon beaucoup plus heureux d'être deux que d'être seuls. Donc, lorsque je parle de vie sexuelle, je plaisante bien sûr, mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait des relations sexuelles entre deux chiens accouplés. Cependant, s'il y en a, au moment des chaleurs, il faut bien y réfléchir auparavant, car la civilisation a pour effet de réduire de façon drastique la mortalité, et notamment la mortalité infantile. Donc, autant la mortalité est naturelle, je dirais, autant une fois qu'on est en milieu humain, il faut la contrôler, car c'est une question de bon sens, et cela vaut pour l'ensemble des animaux de compagnie dont nous sommes responsables, et nos poissons d'aquarium y compris. Comment contrôler les naissances d'un couple de chiens à domicile, allez-vous me demander? La première façon, la plus évidente, est de tenir séparés les membres du couple au moment des chaleurs de la chienne, et contrairement à tout ce que tout le monde vous dira, si les deux chiens sont normalement éduqués, s'ils mènent une vie normale, eh bien c'est un faux problème, ça se résout très facilement, et la séparation est très facile à obtenir, beaucoup plus facile qu'on ne l'imaginerait généralement. J'ai eu si souvent des chiens à la maison, des couples à la maison, avec des mâles réputés ardents, puisque c'était des étalons recommandés, et des femelles qui avaient déjà porté. Je peux vous garantir que nous n'avons jamais été ennuyés par ce genre de problème. Évidemment, une solution qui est sans doute plus raisonnable pour les gens qui n'ont pas l'habitude des chiens ou qui ne savent pas les contrôler suffisamment, eh bien c'est malgré tout la stérilisation. Rappelez-vous que la stérilisation n'a strictement rien à voir avec la castration, elle ne présente aucune conséquence ni physique ni psychique, et on peut stériliser soit les deux membres du couple, soit au moins l'un des deux. Mais avant d'en arriver là, se pose une question. Est-il souhaitable que la chienne ait eu au cours de sa vie une, au moins, ou plusieurs portées? Le discours officiel des vétérinaires, des éleveurs, est de vous dire que non. Ça ne sert à rien, ça n'est pas utile, etc. Les arguments sont en général les suivants. On vous dit qu'une chienne qui a porté en reste déformée, qu'elle restera laide le restant de ses jours. On vous dit que le fait qu'elle ait porté ne lui apporte rien. On prétend qu'une première grossesse rend la chienne enragée de recommencer l'expérience de l'accouplement et que les chaleurs qui vont venir ensuite vont se révéler insupportables. Enfin, on vous dit que si la chienne n'est pas accouplée très régulièrement après un premier accouplement, il y aura des grossesses nerveuses. Or, ces arguments sont très intéressants car ils ont quelque chose en commun, ils sont tous faux et totalement démentis par toutes les expériences. C'est assez extraordinaire que les gens répètent inlassablement des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vérifiées par l'expérience, et même ce que l'expérience vérifie, c'est le contraire. Et pourtant, c'est ce qu'on leur répète inlassablement. Les vétérinaires, les toiletteurs, les éleveurs répètent inlassablement ce genre de sottises qui sont toutes fausses. Les chiennes ne sont pas déformées par des grossesses raisonnables, c'est même exactement le contraire. Et d'ailleurs, je vais vous confier un secret, les éleveurs qui le savent accouplent très souvent les femelles, même très jeunes, même avant qu'elles aient 1 an, à leur première chaleur, c'est-à-dire à 6 mois. Et je vous garantis que c'est vrai, même s'ils ne s'en vantent pas, car ils n'ont pas le droit de le faire, ils ne peuvent pas déclarer les jeunes qui naissent ainsi, mais ils le font. Pourquoi le font-ils? Parce que cela déclenche chez la chienne des phénomènes hormonaux qui finissent la chienne, c'est-à-dire qu'une chienne qui porte jeune est plus belle, plus grande, plus musclée, plus harmonieuse dans son organisme.
Et tout le monde le sait, et les éleveurs le font systématiquement lorsqu'ils ont une très belle chienne. Eh bien, ils la couplent très jeune pour que celle-ci soit plus belle et qu'elle ait de meilleurs résultats en exposition. Bien entendu, ils ne déclarent pas les jeunes qui sont obtenus ainsi, puisque, encore une fois, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est quand même comme cela qu'ils font. Au contraire de ce que l'on pourrait croire, de nombreuses championnes de beauté sont en réalité des femelles qui ont déjà porté et qui sont mieux finies que si elles n'avaient pas porté. Donc non seulement les grossesses ne déforment pas les chiennes, mais c'est même exactement le contraire. Et ce que je viens de dire suffit à démontrer qu'une maternité est physiquement bénéfique. Mais sachez qu'elle l'est tout autant sur le plan psychique. Et on sait très bien pourquoi. On sait qu'au moment de la mise bas, des hormones sont libérées, et ces hormones sont assez proches des hormones qui donnent du plaisir. Ces hormones du plaisir, les hormones du bien-être, et ces hormones ont un effet immédiat sur la chienne, un très grand bien-être, c'est-à-dire pour ceci qu'elle se laisse téter après la naissance, parce qu'elle en éprouve un très grand bien-être. Elle rééprouve ce plaisir ou ce bien-être à chaque fois qu'elle est tétée, en fait, même si après la portée, elle n'a plus ce phénomène hormonal, le plaisir qu'elle en a eu a transformé son caractère et la rend beaucoup plus paisible et beaucoup plus calme. C'est un phénomène connu, c'est un phénomène que tout le monde sait démontrer, on connaît le nom des hormones, on sait comment ça fonctionne, et personne ne peut contester quelque chose qui est presque scientifique. Enfin, l'idée qu'une première portée rendrait une femelle avide de nouvelles expériences répétées est une croyance populaire complètement stupide et dénuée de tout fondement. Nous avons eu suffisamment à la maison de chiennes qui ont porté une, deux ou trois fois, comme le font tous les bons éleveurs, et puis ensuite ils cessent de faire porter les chiennes parce que les portées suivantes sont de moins bonne qualité et sont moins intéressantes, donc si l'on cherche à faire des champions, ça n'a pas d'intérêt. Eh bien la chienne, une fois qu'on ne lui demande plus de porter, elle ne porte plus, et elle a des chaleurs tout à fait paisibles, elle reste tout à fait calme pendant ces périodes-là. Ce genre d'histoires sont des légendes qui reposent sur rien. La grossesse nerveuse est un incident tout à fait intéressant à signaler aussi. Sachez que la grossesse nerveuse est quelque chose de tout à fait naturel chez les canidés. Chez les meutes de loups, on observe assez souvent que 2 ou 3 femelles font des grossesses nerveuses au moment où la femelle qui porte est en train de porter ses jeunes. Et c'est très intéressant, c'est très utile. Pourquoi ? Parce que lorsque la femelle va avoir ses petits, d'abord elle risque de mourir pendant l'accouchement, et à ce moment-là, il y a une femelle qui peut la remplacer pour élever les petits. Et même si elle ne meurt pas, eh bien, 2 ou 3 femelles pour élever les petits lorsque l'on est au Sibérie, qu'il fait très froid et que tout le monde a peu à manger, c'est quand même plus facile qu'une seule femelle. Donc, les sœurs les sœurs des chiots qui viennent de naître, qui sont les portées précédentes, tombent en chaleur. Font des grossesses nerveuses, et ces grossesses nerveuses leur font avoir du lait, et elles aident la mère à nourrir les petits. C'est un phénomène normal chez les canidés. On n'observe pas seulement ça chez les canidés, on observe ça chez beaucoup de carnivores, et on observe ça aussi chez les hyènes, etc. C'est donc un phénomène qui n'a rien d'anormal. Pourquoi est-ce que des grossesses nerveuses se produisent lorsqu'une chienne est seule ? Eh bien, il n'est pas du tout impossible qu'elle soit pas si seule que ça, et qu'il y ait dans l'entourage de cette chienne une autre chienne en chaleur, et qu'elle en ait ressenti les phéromones, ce qui explique la réaction. Donc c'est un phénomène qu'on rencontre assez souvent en élevage, et même en l'absence, en apparence de femelles fécondées. Il n'y a rien à voir avec d'éventuelles grossesses antérieures, c'est même un peu l'inverse, et donc cette croyance est stupide. Tout cela veut-il signifier que toutes les chiennes devraient avoir au moins une, voire plusieurs portées ? Certainement pas. Ce serait une mauvaise idée. Pourquoi ? Eh bien, pour, encore une fois, des raisons nécessaires de contrôle des naissances. Du point de vue des chiennes, ce serait sans doute une bonne chose qu'elles portent une ou deux fois dans leur vie. Maintenant, si toutes les chiennes le faisaient, calculons ensemble, les quelques 4 millions de chiennes françaises, puisque si on a 8 millions de chiens, il y a 4 millions de chiennes, et si on admet
qu'elles portent une fois dans leur vie et qu'elles vivent 10 ans, eh bien, ça veut dire que vous avez 400 000 portées tous les ans, et c'était 400 000 portées, mettons, allez, au minimum 4 chiots par portée, vous avez là pratiquement 1,6 million de nouveaux chiots chaque année. C'est beaucoup plus qu'il n'est nécessaire, puisque si l'on admet qu'on a 8 millions de chiens et qu'ils vivent 10 ans, il faut 800 000 chiens au plus nouveaux chaque année. Donc ça ferait 2 fois trop, rien qu'avec 4 chiots. Et vous savez bien que dans beaucoup de races, on a beaucoup plus que 4 chiots. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas possible d'imaginer que toutes les chiennes portent. Et vous voyez bien aussi que même si très peu de chiennes de particuliers portaient, ce serait encore tout à fait suffisant, ce qui suffit à démontrer que les élevages professionnels n'ont aucune utilité économique. Je pars de l'hypothèse d'une vie moyenne de 10 ans. Pour avoir 8 millions de chiens, il faut donc avoir 800 000 chiots par an. 8 millions de chiens, c'est 4 millions de chiennes. Si les chiennes vivent 10 ans et que chaque portée reproduit une fois 4 chiots, eh bien, nous avons donc 400 000 mères chaque année et 1,6 million de chiots, soit 2 fois plus qu'il ne faut. Donc, on ne peut pas laisser toutes les chiennes porter. Nous savons que l'éducation commence très tôt, sans doute dès la période prénatale, c'est-à-dire avant la naissance, et qu'elle passe par une phase tout à fait fondamentale qu'on appelle imprégnation chez les oiseaux et socialisation chez les mammifères. Respecter la personnalité animale, c'est agir en sorte que cette imprégnation ou socialisation aille dans le sens de l'intégrité de cette personnalité. Quand on dit des choses comme ça ressemble à du bavardage, donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Par exemple, beaucoup d'éleveurs d'oiseaux ont imprégné à leur personne des oisillons. Et pour être très franc, je l'ai fait aussi plusieurs fois. Donc c'est très, très émouvant. L'oisillon qui est imprégné à vous, parce que vous l'avez nourri dès sa naissance, eh bien, vous fait complètement confiance. Il reste dans votre poche quand vous le mettez dans votre poche, ou il reste sur votre épaule. Si vous le mettez sur votre épaule, il vient à vous quand vous l'appelez, etc., etc. Eh bien, pour être très franc avec vous, c'est le genre d'expérience que je ne recommencerai pas, car je ne suis pas du tout certain qu'il n'y ait pas des conséquences sur la vie ultérieure de ces animaux qu'on a imprégnés par erreur à notre espèce, qui ont ensuite beaucoup de mal, par exemple, à s'accoupler, ou qui même sont tout à fait incapables de s'accoupler. C'est donc une expérience que je ne recommencerai pas aujourd'hui, et d'une manière plus élargie, nous avons toujours notre part de responsabilité, c'est par définition des naissances qui se produisent sous notre toit, que ce soit chez nos poissons, nos oiseaux et naturellement nos chats. Le respect de ces naissances va très au-delà du devoir de les protéger et d'aider à les alimenter. Elle concerne aussi et tout autant le souci que l'empreinte et la socialisation se fassent correctement. Par exemple, vous avez un chiot bien nourri, mais vous le gardez isolé dans un espace réduit et pauvre en stimuli pendant la période de sa vie où précisément il lui faut des stimuli variés, c'est-à-dire au moins à partir de 3 semaines et jusqu'à 6 semaines. Eh bien, si vous ne faites pas cela, son cerveau ne va pas se développer normalement, et ses capacités intellectuelles ne se développeront pas, et il accumule un retard qu'il ne rattrapera jamais, car après c'est trop tard. Et vous ferez un adulte qui présentera un degré plus ou moins élevé de débilité mentale. C'est ce qu'on appelle le syndrome de privation sensorielle précoce, et vous ne pourrez rien faire pour rattraper une telle situation. De la même façon, un chien qui n'a pas rencontré un humain entre 3 semaines et 6 semaines ne sera plus jamais capable de supporter les humains, il aura toujours peur d'eux. C'est d'ailleurs valable pour les autres espèces d'animaux. Donc vous voyez que l'imprégnation a un rôle extrêmement important sur l'animal de compagnie. Un chien j'ai connu par exemple d'excellents éleveurs qui élevaient des chiens de très haut niveau, mais qui ne savaient pas les socialiser, ils les gardaient enfermés parce qu'ils avaient trop peur qu'ils aient des maladies, ils les laissaient enfermés bien au fond du jardin, dans une cage, etc. Eh bien, ces chiens-là étaient complètement tarés et inutilisables et même dangereux parce qu'ils étaient même mal socialisés à l'espèce humaine. Donc, vous voyez que c'est un manque grave que de ne pas socialiser des animaux, et c'est notre responsabilité, puisque dans la nature, cela se serait fait de manière naturelle. Nous prenons sur nous de les avoir chez nous, nous sommes obligés de les nourrir, de les protéger, mais encore plus de veiller à ce que leur imprégnation et leur socialisation se fassent dans de bonnes conditions. Maintenant, parlons de quelque chose qui est plus compliqué, que j'appelle les paradoxes de l'éducation. Un chien, pour nous en tenir à cette espèce, ne sera pas seulement socialisé, il faut aussi qu'il soit éduqué. Mais attention, là encore, pas de contresens.
Éduquer un chien, c'est lui enseigner les codes et les comportements qui vont lui permettre de trouver sa place au sein de notre société, et rien de plus. Contrairement à tout ce qui est écrit partout et ce qu'on affirme partout, il n'est question ni de soumission, ni d'obéissance. D'ailleurs, de quel droit, dans la nature, une personne pourrait-elle en soumettre une autre? Au contraire de ce que beaucoup croient, la soumission n'existe pas dans la nature. Un exemple très intéressant, par exemple, est celui de certaines fourmis dites esclavagistes. Vous savez que certaines fourmis arrivent à faire travailler d'autres fourmis pour elles. Eh bien, voyez-vous comment l'esclavage existe dans la nature? Vous me dites donc que l'esclavage existe dans la nature. Eh bien, pas du tout. C'est parce que nous utilisons un vocabulaire inapproprié. En effet, comment les esclavagistes s'y prennent-elles? Elles utilisent la force, la violence? Non. Elles utilisent uniquement la tromperie. Elles émettent des phéromones qui abusent l'espèce esclave. L'espèce esclave est trompée par les odeurs qui sont émises, et c'est donc volontairement que l'espèce esclave travaille, même si elle est trompée. La soumission n'existe pas non plus chez les camidés, nous y reviendrons, et contrairement à ce qu'on nous raconte toujours. Ce sera l'objet de notre prochain cours. Mais disons-le dès maintenant, si les chiens supportent, acceptent ou même recherchent notre compagnie, ce n'est pas du tout parce qu'ils nous considèrent comme leurs dominants, des maîtres auxquels ils devraient obéissance, mais bien comme leurs partenaires, voire comme leurs amis. Souffrez que je le redise encore une fois, tant c'est essentiel. Qui commande l'autre? Celui qui s'épuise à jeter la balle ou celui qui la rapporte aussi vite qu'il le peut pour qu'on la lui jette à nouveau? Celui qui s'exténue les bottes dans la boue, les fusils sur le dos, ou bien celui qui guide avec habileté le chasseur pour le mettre à portée de tir? Croyez-moi, le chien de chasse est persuadé qu'il commande son chasseur, c'est absolument certain. Celui qui demande qu'on aille lui chercher le gibier ou celui qui l'apporte parce qu'on le lui prépare, il s'évite ainsi de se mettre des plumes et des poils plein la bouche. Pourquoi voulez-vous que l'un soit le maître de l'autre? Notre problème est que trop souvent nous ne savons pas distinguer les chiens, les enfants ou les citoyens obéissants, et les chiens et les enfants, les citoyens bien éduqués, bien formés ou tout simplement bien adaptés. Les premiers, les obéissants, sont des imbéciles, sans aucun avenir, des esclaves conditionnés, crétinisés, dont la personnalité est mutilée et atrophiée. Seuls les seconds sont des personnes avec lesquelles on peut construire des équipes, des familles, ou tout ce qu'on voudra de positif. Pour bien illustrer mon propos, je ne vois pas mieux que de reprendre le texte de mon livre « Éducation réciproque » sur le sujet de l'apprentissage par le chien des positions. Vous savez, on appelle les positions assis, couché, etc. Dans ce livre, j'écris « Pourquoi le chien devrait-il prendre telle position particulière ? Parce qu'ayant choisi notre compagnie, il en a choisi d'en respecter les règles. Et les règles de notre compagnie font qu'on nous y impose, à nous humains, bien souvent, notre posture. Par exemple, à l'église, on nous dira assis, debout, assis, à genoux, et ce n'est pas par esclavage que nous le faisons, c'est parce que c'est une manière de respecter des codes, des routines. L'animal est comme nous, il comprend la notion de code, la notion de routine, et il est prêt à l'y respecter. Bien sûr que c'est quelque chose que l'on fait volontairement. Par exemple, dans les grandes réunions, au Conseil des ministres même, dans les conseils d'administration des sociétés, vous verrez que les gens restent assis ou bien se lèvent ou quand tout le monde s'en va, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le chien de bonne compagnie apprend à s'asseoir quand il participe à des réunions d'humains, à se coucher dans d'autres circonstances, et voilà qui donne à notre apprentissage un éclairage que nous pouvons accepter. Je n'apprends pas aux chiens à prendre des positions qui viseront à satisfaire mes caprices, mais bien plutôt qui vont l'aider à s'insérer plus facilement dans nos humaines assemblées. Rien ne m'a jamais plus énervé que ces dresseurs qu'on entend et qui jouent aux militaires. Assis, couché, couché, assis, debout, assis, couché, ça me rend fou. Ça me rappelle les pires choses de l'éducation militaire et je ne comprends pas qu'on impose ce genre d'imbécilité aux chiens. En revanche, apprendre à un chien à se mettre à l'aise et avoir une position qui soit confortable pour lui, c'est tout à fait autre chose, j'espère que vous le comprenez. Est-il au contraire plus agréable que la compagnie d'un chien bien polissé qui sait trouver naturellement sa place, volontairement, tout le temps nécessaire? Donc l'éducation ne vise pas à imposer des comportements, c'est donc même le contraire.
Elle permet à la personne éduquée de choisir en connaissance de cause. Est-ce que cela veut dire que la personne éduquée peut, en certaines circonstances, avoir un comportement différent de celui que je souhaite? Eh bien oui, il faut l'accepter. Par exemple, il vous est arrivé, et à moi aussi, au cours de telles réunions de personnes assises, de vous lever à un moment où personne ne s'y attendait, au déni des règles admises, parce que vous vouliez faire entendre votre point de vue, ou encore parce que vous étiez mécontent et que vous êtes sorti en claquant la porte. En faisant cela, vous avez su que vous transgressiez une règle, mais vous le faisiez volontairement. C'est très différent de celui qui a ce genre de comportement et qui ne sait pas ce qu'il fait. Si l'éducation a été bien conduite, vous avez pesé très exactement les risques et les conséquences de votre comportement hors norme. Si vous êtes dans une société et que vous êtes mal comporté comme ça, vous savez très bien que vous allez en conséquence être licencié par exemple. Mais vous l'avez su, vous l'avez choisi, vous l'avez décidé librement et vous êtes prêt à en payer les conséquences, c'est votre choix. L'éducation, c'est donc le contraire du conditionnement ou de la non-éducation. Ça n'enlève rien à la liberté de choix aux individus, c'est le contraire, ça leur permet justement l'exercice raisonné de ce choix. Donc l'éducation, vous l'avez compris, vient à l'opposé du conditionnement. On peut même dire que ces deux concepts sont antinomiques. Dès que l'on parle conditionnement, on ne parle plus éducation, on n'a plus rien à dire. Et voilà qui n'a rien pour nous surprendre. Éduquer, c'est donner à la personnalité la possibilité de s'exprimer. À l'opposé, le conditionnement, avec tout ce que nous avons appris, les renforcements positifs ou non, les façonnages, le fashing, les façonnements et tout ce que vous voudrez, inventé par les Skinner et autres voyous, eh bien, tous ces moyens inventés ou à venir, on en trouvera sans doute de nouveaux, par les behavioristes et les comportementalistes, tout cela n'a d'autre objet que de couler les personnalités dans des moules prédéfinis, au risque de les atrophier, presque toujours de les détruire très souvent. L'éducation, c'est le contraire de cela. Pour qui se montre soucieux de respect envers les personnalités, donc les personnalités animales, eh bien retenez cela, leurrer n'est pas jouer. Et notre premier commandement pourrait être « tu ne leurreras pas ». Avec deux remarques cependant. La première est que le fait d'utiliser certains artifices à l'occasion et de manière limitée et momentanée, dans le seul but de faciliter la compréhension ou de retenir l'attention, n'est pas répréhensible en soi. Je m'explique. Si je promets à mon petit-fils un cadeau, si ses prochaines notes sont bonnes, j'utilise un artifice, un leurre si vous voulez, la promesse d'une récompense. Mais enfin, on ne peut pas non plus dire que je trompe mon petit-fils. D'abord, il peut tout à fait garder la liberté de ne pas vouloir de mon cadeau et de ne pas travailler pour autant. Et puis, il sait très bien qu'il travaille pour avoir un cadeau, mais qu'il travaille aussi pour lui-même et que ce cadeau n'est qu'une manière de l'encourager et qu'une manière de le soutenir dans son effort. Le chien, c'est exactement la même chose. Alors, vous allez me dire que la difficulté est là. Il faut savoir tracer la frontière entre ce qui est du conditionnement et ce qui est simplement un artifice tout à fait acceptable. Et bien qu'il se soucie d'éduquer, par exemple des enfants ou n'importe quelle personnalité, c'est bien qu'il est quelquefois subtil de distinguer la recherche de l'épanouissement et la contrainte. Entre vouloir que la personnalité s'épanouisse et contraindre, eh bien, la voie est quelquefois bien mince et souvent les parents ne savent pas trop s'ils doivent aller dans un sens ou dans l'autre. Et c'est d'autant plus difficile que rien n'est absolu, rien n'est relatif. Ce ne dépend pas de la personne qui fait, mais de la personne qui reçoit. Je m'explique. Un moyen qui ne fait pas bouger l'oreille d'un cheval de labour peut, croyez-moi, blesser gravement le psychisme d'un pur sang, parce que celui-ci est exacerbé. Vous allez pouvoir donner un coup de coude à un cheval de labour, vous faites ça à un pur sang, il grimpe le long de son box et il est à moitié fou. Eh bien, vous avez le même phénomène avec les enfants. Vous avez des enfants qui sont complètement insensibles à certaines remarques, et d'autres qui, avec la même remarque, ne vont pas dormir de la nuit et vont être très malheureux pendant très longtemps. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, le comportement, ce qui compte, ce n'est pas le comportement de celui qui croit éduquer. Ce qui compte, c'est celui qui le reçoit. Celui qui éduque peut très bien, doit changer son comportement et l'adapter à l'animal ou à la personne qu'il croit vouloir éduquer. Le moyen de s'en sortir, le moyen de choisir, eh bien, je vous propose personnellement ma petite méthode, et qui vaut ce qu'elle vaut. Les partisans de l'éducation positive utilisent par exemple ce qu'ils appellent les manières douces. Eh bien, il faut se méfier, parce que ce n'est pas parce que
ce n'est pas pour autant qu'une personnalité s'en trouve respectée. Vous savez, on trouve dans la littérature et dans les livres sur la psychologie, on démontre que des gens ont été profondément détruits et des personnalités ont été profondément abîmées avec de l'éducation dite douce. C'est pas parce qu'on fait une soi-disant éducation positive qu'on respecte une personnalité. Ça peut être exactement le contraire. On pourrait multiplier les exemples de ce que je suis en train de vous dire. Une méthode soi-disant douce peut être en réalité extrêmement violente et ne laisser aucune liberté à l'individu. À l'opposé, si vous voulez, une explication quelquefois un peu virile, un peu ferme, peut aider une personnalité à prendre conscience d'elle-même. Ce n'est pas parce que de temps en temps on explique fortement et virilement quelque chose à un enfant qu'on ne respecte pas sa personnalité. La manière ne présume pas du but, c'est ça qu'il faut comprendre, et le souci du but, c'est-à-dire ce qu'on veut obtenir, peut conduire à adapter ses manières selon les circonstances. C'est ici l'occasion d'aborder la question du dressage. Pour le public mal informé, le dressage, c'est l'extrême du conditionnement. On utilise des moyens brutaux pour contraindre à certains gestes ou à certains comportements. Mais pour l'observateur averti, le dressage, c'est exactement le contraire de cela. C'est en réalité une prolongation, ou mieux l'aboutissement de l'éducation, la voie royale permettant l'expression la plus épanouie d'une personnalité. Mais qu'est-ce que le dressage ? Voyez-vous, en équitation, c'est la discipline la plus noble, la plus difficile, la plus délicate. C'est celle qui conduit à produire les gestes les plus beaux et les plus relevés de cette espèce. C'est ce qui est le plus difficile, et c'est les meilleurs cavaliers qui deviennent des cavaliers de dressage, et c'est les meilleurs chevaux qui peuvent faire des chevaux de dressage. Ça consiste à obtenir de ces chevaux des figures extrêmement belles, relevées, des allures extrêmement relevées. Mais sachez qu'on dira aussi d'un cheval de chasse, ou d'un cheval de saut, ou de n'importe quelle autre discipline équestre qu'il est dressé. En réalité, cela veut dire tout simplement qu'ils sont devenus des spécialistes. Chez le chien, le dressage, par exemple, ce sera l'apprentissage de la chasse. Un chien qui sait chasser aurait été dressé à la chasse. Et il méritera désormais l'appellation chien de chasse. Un chien d'une race de chasse qui n'est pas dressé ne peut pas être considéré comme un chien de chasse. Mais ça pourrait être aussi une formation à la garde, à la conduite des troupeaux, à n'importe laquelle des disciplines canines, l'obédience, l'agility, le règne, le sauvetage, la police, la recherche de drogue ou même de truffes si vous voulez. Tout cela, ce sont le résultat de dressage. Peu importe l'espèce et peu importe la discipline, ce que vous devez retenir, c'est que tout ce qui se rapporte au dressage partage un trait commun tout à fait fondamental. Il ne peut pas être imposé à l'animal. J'ai coutume de dire que vous pouvez prendre un chien de chasse, vous n'en ferez jamais un chien de garde, et vous aurez bien de la peine à faire avec un chien de garde un chien de chasse. Eh bien, ce qui veut dire, voyez-vous, que le dressage permet de développer des qualités, de développer des comportements, et on ne peut pas imposer un comportement, on ne peut même pas imposer à un animal un comportement dont il n'est pas déjà porteur. Cela signifie qu'on ne peut demander à un animal autre chose que ce qu'il a tout simplement envie de faire lui-même, et ce pourquoi il montre des dispositions comportementales naturelles évidentes. Encore une fois, avec un cheval de course, vous ne ferez pas un bon cheval pour tirer des charrettes, et avec un cheval qui est fait pour tirer la charrue, vous ne ferez jamais un cheval de course. Les dispositions comportementales doivent l'emporter sur tout le reste. Il ne suffit donc pas que l'animal ait des dons physiques ou psychiques pour la discipline, il faut qu'il éprouve à cet endroit quelque chose qui ressemble à véritablement de la passion. Il faut que l'animal soit passionné par la discipline où on veut le spécialiser et pour laquelle il doit montrer des dons. Il doit être enragé, passionné de cette discipline. Sinon vous n'y arriverez pas. Et retenez cette formule, les animaux dressés, quand ils le sont à bon escient, n'aiment pas ce qu'ils font, ils en sont enragés. Vous savez très bien que les chiens de chasse, lorsqu'ils voient leur maître prendre le fusil, sont à moitié fous. Je peux vous garantir qu'un cheval de dressage, lorsqu'on va vers le terrain de dressage, il est quelquefois difficile de les tenir tellement ils sont excités. C'est vrai aussi pour les chevaux de course, etc., etc. L'animal qui est bien dressé aime tellement ce qu'il fait qu'il est enragé de ce qu'il fait. C'est ce qu'il aime le plus faire au monde. Maintenant, parlons de la liberté.
à propos toujours de notre réflexion sur la personnalité animale. Est-ce que vous avez songé que dans nos pays occidentaux, en tout cas, la plus grande partie des chiens ne connaît autre chose tout au long de sa vie qu'une situation de prisonnier? La plupart du temps, on ne leur retire leur laisse, qui est de toute façon toujours trop courte, qu'à l'intérieur des murs de la maison ou de l'appartement, ou au plus derrière les barrières et les grillages de jardins bien hermétiques. Et c'est si vrai que nombre de nos contemporains n'imaginent même pas qu'un chien puisse se déplacer seul, autrement que pour accompagner un membre de notre espèce ou avec à la rigueur sa laisse, mais toujours sous contrôle. Les gens n'imaginent même pas qu'ils pourraient lâcher leur chien, et quand ils voient un chien tout seul, pour eux c'est dramatique, ça peut être qu'un chien perdu. Un chien qui se promène tout seul, c'est un chien perdu, et vite on appelle la police. Alors que je puis vous dire que dans des quantités de régions du monde, eh bien on voit au contraire les chiens se promener tout seuls, et qu'ils aiment beaucoup cela. Vous découvrirez quand nous aborderons la question de l'éthologie des canidés que ces derniers seraient par nature plutôt, d'ailleurs, des animaux solitaires, contrairement à ce que l'on raconte d'habitude. Dans certaines régions du monde où les chiens domestiques sont laissés libres, eh bien, quand je dis domestiques, je veux dire par là qu'ils n'ont pas de maître, eh bien c'est le plus souvent seuls que vous les verrez aller à leurs affaires, ils savent très bien ce qu'ils font, et ils savent très très bien s'organiser, éviter les automobiles et s'éviter les uns les autres pour éviter d'avoir à se battre. Ils respectent tout à fait les territoires des uns et des autres, ou quand ils passent sur leur territoire qui n'est pas le leur, eh bien ils savent faire leur politesse de telle sorte que la bagarre ne se déclenche pas. Pourquoi chez nous les chiens ne sont jamais-ils mis en liberté? Eh bien écoutez les propriétaires, gardiens, et ils vous expliquent que les chiens s'enfuiraient, qu'ils se feront écraser, qu'ils déclencheront des accidents, qu'il y aura des bagarres avec d'autres chiens, qu'ils poursuivront les animaux sauvages ou les animaux domestiques, et qu'ils pourraient créer des accidents avec les trains et que sais-je. Avez-vous songé que ce que l'on est en train de vous décrire, c'est exactement le contraire, le comportement d'un être auquel est infligé un scandaleux déficit, non seulement d'éducation, mais de socialisation de base. Vous donnez la main à vos enfants, mais une fois qu'ils sont plus grands, vous le savez, les laisser se déplacer. Imaginez qu'un adulte, eh bien, il faut continuer de lui donner la main et qu'on ne lui ait pas appris par conséquent à se comporter avec les voitures, les routes, les autres animaux, etc., etc. Eh bien, c'est ça, c'est cela qu'on impose aux chiens. De telles personnalités ne sont donc jamais matures, elles sont effectivement dépendantes, et une analyse psychologique fine montrerait que c'est très certainement cela que se recherchent les partenaires gardiens. C'est-à-dire qu'en réalité, le gardien d'un chien immature comme cela est en fait très content que son chien soit immature, parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas un chien libre, ce qu'il veut, c'est un esclave qui ait besoin de lui et qui soit dépendant de lui. Mais est-ce que c'est moralement acceptable? Ça, c'est à vous d'en décider. Le respect de la personnalité d'autrui nous interdit toute forme de mutilation de cette personnalité, et celle-ci, que ce soit psychique, dans le cas de la castration, physique dans le cas de la castration, ou psychique, lorsque l'on ne veut pas donner à l'animal la liberté, la possibilité de se déplacer seul. Un défaut d'imprégnation-socialisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prolongé par un défaut d'éducation, correspond très exactement à une telle mutilation, et nous, les défenseurs de la personnalité animale, nous ne pouvons donc pas l'accepter. Laisse, colliers, grillages, clôtures et barrières ne sont acceptables qu'ils gardent un caractère d'outil occasionnel et provisoire. Bien sûr, quand vous avez un chiot qui n'a pas d'éducation, si vous le lâchez sans faire attention, il va se perdre, il va se faire écraser et vous en êtes responsable. Mais à terme, tous les chiens devraient pouvoir être mis en liberté dans le plus grand nombre de circonstances et en toute sécurité. Je le répète, le but c'est que tous les chiens puissent être mis en liberté sans aucun risque, autant que possible. Bien entendu, si vous traversez les Champs-Élysées, vous n'allez pas lâcher votre chien, mais dans la plupart des situations, il doit pouvoir être mis en liberté sans le moindre risque, il doit avoir été éduqué pour cela. Il pourrait alors choisir de nous quitter, me dites-vous. Mais trouvez-moi une raison morale pour interdire à un chien ou à n'importe qui de vous quitter, si c'est ce qu'il souhaite. Où irait-il? Nous en sommes bien d'accord, nos sociétés modernes, qui sont en fait des dictatures maternelles, ne lui donnent pas ce choix.
Mais il existe des endroits au monde où les chiens peuvent, s'ils le veulent, quitter leur foyer pour en choisir un autre ou pour rester vagabonds si c'est ainsi qu'ils ont envie de vivre. Est-ce que nos sociétés qui ont enlevé ça aux chiens en avaient le droit? Je n'en sais rien, la question se pose, et je vous propose d'en discuter lors de notre prochain rendez-vous. Je vous remercie de votre attention.